C'est trop fort là? Non, c'est bon. Non, ça va. Donc merci d'être tous venus ce soir pour notre conférence sur Rosa Bonheur. Et merci à Michel d'être là ce soir, qui a essayé d'aller à l'exposition ce matin, malheureusement sans succès, apparemment. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il va nous mettre l'eau à la bouche. Quatrième conférence. Bonsoir. Présenter la... Bonsoir. Bonsoir. Nous présenter Rosa Bonheur. Et apparemment, donc vous êtes bien au courant qu'il y a une exposition au musée d'Orsay qui a démarré aujourd'hui. Et jusqu'à 4 janvier. Bon, mais je te laisse la parole. Merci. Bonsoir, ravi d'être avec vous de nouveau. Je dirais que c'est presque que du bonheur. Il fallait que je le fasse. Il fallait que je le fasse. Alors oui, est-ce qu'il y en a certains qui ne connaissent pas du tout Rosa Bonheur? D'accord. Est-ce qu'il y en a qui connaissent un peu Rosa Bonheur? Et beaucoup? Non. Eh ben, tout à l'heure, j'espère que ça sera tout le monde beaucoup, alors. Bien, alors, donc, je vais vous parler de Rosa Bonheur, mais... C'est un peu fort. C'est un peu fort. C'est un peu fort, ouais. Attendez. J'en ai peut-être pas besoin. Alors, ça va? Oui, oui. Vous allez pouvoir éteindre peut-être parce qu'ils ne vont pas voir si je... Alors, je ne vous parlerai pas des guinguettes de Paris. Vous ne savez peut-être pas, mais il y a 4 guinguettes à Paris qui s'appellent Rosa Bonheur. Et si vous avez des questions, je prendrai les questions après la conférence, parce que je n'ai pas envie de vous parler des guinguettes. Mais je veux bien vous parler de Rosa Bonheur, puisque aujourd'hui, comme dit Véronique, aujourd'hui commence une grande rétrospective de son œuvre. La dernière remonte à 25 ans, et elle n'est pas passée par Paris. Elle a fait Bordeaux, puisque elle est née à Bordeaux, Barbizon et New York. Mais elle n'est pas passée donc en 1997 par Paris. Donc c'est bien la première fois que le musée d'Orsay fait une grande rétrospective de cette peintre du 19e siècle. Voilà Rosa Bonheur, qui est ici peinte par un grand portraitiste du Second Empire, qui s'appelle Édouard Dubuff, qui a fait Rosa Bonheur après la commande d'un marchand d'art qui a beaucoup compté, je vais revenir dessus, qui a beaucoup compté pour Rosa Bonheur. Il a fait donc, elle a à peu près 35 ans. Normalement, le peintre avait décidé de faire poser sa main droite, je ne me trompe pas, sa main droite sur une table, mais ça n'a pas plu à Rosa Bonheur. Elle lui a demandé autre chose, alors il avait trouvé peut-être mettre un chien. Ça n'a toujours pas plu à Rosa Bonheur. Donc Rosa Bonheur a dit, bah, écoute, si tu veux bien, enfin je ne sais pas si se tutoyer, mais si tu veux bien, je vais faire un taureau. Et donc c'est pour ça que vous voyez la légende, j'ai écrit Édouard Dubuff et Rosa Bonheur, puisqu'elle a participé donc à l'élaboration de ces tableaux. Vous voyez que Dubuff ne l'a pas représenté en tant que peintre. C'est la dessinatrice. Elle tient un carton à dessin dans sa main gauche et un crayon dans sa main droite. Donc il n'a pas représenté la peintre, il a représenté la dessinatrice. Mais on verra après pourquoi il a fait ça. Alors, qu'est-ce que j'ai rien oublié? Donc en fait, il y a eu 2 exemplaires de ce tableau. Il y en a un qui est au château de Versailles et l'autre qui est en prêt à Thomery. Donc je vais y revenir, c'est la maison qu'elle avait achetée en 1859. Elle a acheté cette maison à Thomery, ce château à Thomery, près de Fontainebleau. Mais ça, bien sûr, je vais y revenir après. Voilà, donc Rosa Bonheur, un portrait, mais
si j'arrive pas à avancer. Ah ben, j'avais mis le portrait du peintre, du buff. Voilà. Donc ça marche plus. Si je me trompe de côté, c'est pour ça. Alors, ça commence bien. Alors, je vais prendre ça. Ça marche plus. Ça marche plus. L'inconvénient du direct. Voilà, du direct et de l'informatique. Ouais, hop. Est-ce que là ça marche? Oui. Alors, je vais présenter le Rosa Bonheur en 4 chapitres. Le premier chapitre sera donc une superstar au XIXe siècle. Le deuxième chapitre sera une femme artiste animalière hors norme. Le troisième, Rosa Bonheur, une famille d'artistes. Et enfin, Rosa Bonheur, la peintre des animaux. Donc, 4 chapitres. Je commence donc par le premier. Une superstar au XIXe siècle. Et vous allez voir que ce n'est pas exagéré de dire superstar. D'abord, dès 19 ans, elle a présenté au salon parisien. Au XIXe siècle, pour se faire connaître, il fallait passer par le salon parisien. Vous savez tous pourquoi on l'appelle le salon. Le salon, parce que dès le XVIIe siècle, les académiciens présentaient leurs tableaux dans le salon carré du Louvre. Et depuis cette date-là, tous les salons de peinture, qu'ils soient à Paris, mais qu'ils soient aussi en province, partout, même à Saint-Michel-sur-Orge, on appelle ça le salon de peinture. Ça vient là. Donc, au XIXe siècle, pour être reconnu, il fallait passer par ce salon. Et dès 19 ans, Rosa Bonheur a présenté 2 tableaux qui ont été acceptés parce qu'en plus, il y avait un jury. Il fallait passer devant le jury et les fois ont été refusés. Les impressionnistes ont bien connu les refus, par exemple, ou Manet ou d'autres. Donc, les 2 tableaux ont été acceptés, dont celui-ci, de Lapin. Donc, je vous rappelle qu'elle n'a que 19 ans. Et donc, elle a participé au salon parisien jusqu'en 1855, et vous verrez pourquoi. Après, elle a arrêté de présenter des tableaux au salon. Elle n'en avait plus besoin, tellement elle était connue. Je continue. Voilà, à chaque fois que vous verrez en jaune des citations, c'est des citations d'elle, parce que bien sûr il y a eu plusieurs biographies, et donc on a des citations. Là c'est son père, alors ça je reviendrai dessus puisque je vais parler de la famille. Son père était donc peintre et ça a été son seul professeur, comme elle dit. Elle a eu 2 professeurs, son père et la nature, les animaux notamment. Donc j'avais 19 ans lorsque pour la première fois il m'engagea à présenter au salon 2 de mes œuvres qui lui paraissaient dignes d'être admises. Et elles ont été toutes les 2 admises. Donc très jeune, 19 ans. À 23 ans, elle reçoit déjà une médaille. Parce qu'à chaque fois, tous les ans, il y avait, ou tous les 2 ans, parce que ça dépendait dans la période où il y avait des salons biannuels ou annuels, elle a reçu une médaille de bronze. Donc commençait à 23 ans, à être reconnue, sa peinture reconnue. En 26 ans, elle reçoit une médaille d'or, cette fois-ci au salon parisien, en 48, pour ce tableau, donc, Bœuf et taureau de la race du Cantal. Et pour la première fois, l'État lui commande un tableau qui sera le fameux Labourage Nivernais pour 3000 francs. Donc je vais y revenir sur tous ces tableaux. C'est juste pour vous montrer, déjà, elle est à 26 ans, elle est très connue, elle a une médaille d'or et elle a une commande de l'État. 26 ans. Au salon de 1849, donc le Labourage Nivernais, le grand tableau du musée d'Orsay, le seul tableau, c'est pas tout à fait vrai, mais en peinture de grand format, c'est le seul que le musée d'Orsay a. Toutes les autres que le musée d'Orsay a, ce sont des esquisses, des croquis, mais pas de tableaux finis comme celui-ci. Et ça, on va y revenir aussi. Pourquoi au musée d'Orsay, il n'y a qu'un seul tableau? Alors, j'ai mis presque tous mes biographes prétendent que c'est au Labourage Nivernais que j'ai dû ma médaille d'or. C'est tout au contraire ma médaille d'or qui m'a fait avoir la commande de ce tableau. Ensuite,
en 62, donc elle a 30 ans, le duc de Morny, qui est le demi-frère de Napoléon III, lui passe une commande et elle avait ramené des croquis sur 2 esquisses, une fenaison et un marché aux chevaux. Et Morny choisit la fenaison. Elle espérait que ce soit le marché aux chevaux. Mais Morny lui dit « Votre pinceau s'est trop rarement occupé de chevaux pour que nous vous chargions de peindre une scène aussi mouvementée qu'un marché de chevaux. » Donc, il a quand même accepté qu'elle finisse son marché aux chevaux, mais après, donc, de faire la... Voilà, donc, la fenaison, on va y revenir, c'est celle-ci, et le marché aux chevaux, c'est celui-là. Donc, il faut dire que le duc de Morny, donc, il a été ministre de l'Intérieur de Napoléon III, mais il est surtout député, même président du Conseil général du Puy-de-Dôme. Et donc, la fenaison lui parlait plus. Et puis, bon, il faut dire que sous le Second Empire, en fait, les électeurs de Napoléon III étaient dans le monde rural, et donc faire une fenaison, ça lui convenait mieux. Voilà donc le marché aux chevaux. Donc là, c'est un succès considérable. On est donc en 53, au salon de 1853, un très très grand succès. Et j'ai mis en rouge les dimensions du tableau. Un tableau très très grand, 2,50 m à peu près, sur plus de 5 mètres. Donc un très très grand tableau qu'elle a fait. Et donc cette année-là, ce tableau n'a pas été acheté, vous allez voir, mais l'État achète vaches et moutons. Et je n'ai pas trouvé trace de savoir où était ce tableau de vaches et moutons. Je ne sais pas s'il est parti dans une... Parce que comme c'est l'État qui l'achète, normalement il doit se retrouver dans un musée de province, par exemple. Mais là, je n'ai pas trouvé de trace, donc je ne sais pas du tout où ce tableau se trouve actuellement. Voilà, donc la fenaison et ce tableau, fenaison en Auvergne, ce tableau a eu la médaille d'or à l'exposition universelle de 1855. Vous savez, il y a eu 5 expositions universelles au XIXe siècle. La première donc en 1855 pour la France, parce que la première réellement c'était en 1851 à Londres. Mais justement, Napoléon III a voulu montrer que la France aussi était capable d'organiser une exposition universelle. Donc il a fait en 1855, et pour la première fois, puisque c'est la deuxième, mais pour la première fois, il y avait une section art pour présenter tous les artistes de cette époque-là. Donc elle a eu une médaille d'or lors de cette exposition universelle, et le tableau est passé au musée du Luxembourg. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le musée du Luxembourg, à cette époque-là, c'était le musée d'art vivant, des peintres contemporains. Hein. Et donc le tableau est passé au Luxembourg, et après il est passé à Fontainebleau, mais ça je crois que plus tard je vais en revenir dessus. Je ne vous explique pas pourquoi en Auvergne, puisqu'après je vous reparlerai de l'Auvergne. Alors je vous ai déjà dit que le duc de Morny était donc du Puy-de-Dôme, mais il y a d'autres façons de l'expliquer aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai lu? Ah oui, donc voilà. Et en 1955, elle arrête d'envoyer des tableaux et de montrer des tableaux au salon parisien, parce que elle a, d'ailleurs elle le dit, l'ardeur de M. Gambard et des Tedesco, ça ce sont donc des marchands d'art, était telle qu'ils attendaient à peine que mes œuvres fussent achevées pour les expédier en Angleterre, mais surtout en Amérique. À mon grand déplaisir, il ne me laissait même plus le temps d'envoyer au salon annuel. La dernière fois que j'ai exposé, c'était en 1855 à l'exposition universelle avec ma fenaison. Alors, c'est aussi une star donc en France. Elle a eu des médailles, mais c'est une star en France. L'impératrice Eugénie est venue la voir directement dans son château de Thomery, et ça je vais y revenir aussi, donc qu'elle a acheté avec ses deniers. Elle est venue la voir presque en voisine, puisque l'empereur et Eugénie allaient très souvent à Fontainebleau. Donc Thomery étant près de Fontainebleau, en Seine-et-Marne,
elle est venue la voir. Et en 1865, elle vient la voir une deuxième fois, sans s'annoncer. Et à 43 ans, Rosa Bonheur est faite chevalière de la Légion d'honneur. Et l'impératrice aurait dit « Je suis heureuse d'être la marraine de la première femme artiste qui reçoive cette haute distinction. J'ai voulu que le dernier acte de ma régence, elle a été régente pendant le Second Empire 3 fois, mon dernier acte de ma régence fut consacré à montrer que le génie n'a pas de sexe. » Donc l'empereur, le voici, et ce n'est pas tout, parce que même la République, là on est sous Second Empire pour le chevalier de la Légion d'honneur, mais même sous la Troisième République, le président de la République, Sadi Carnot, l'a fait officier de la Légion d'honneur. Ce tableau, je reviens donc à ce fameux tableau du marché aux chevaux. Donc j'ai déjà dit que c'était une très très grande toile qui a eu un succès énorme au salon de 53. Il a été ensuite à Gand, en Belgique, puis à Bordeaux, donc la ville natale de Rosa Bonheur. Et la ville n'a pas pu l'acheter. 12 000 francs. Et elle nous dit « Mes prétentions furent jugées trop élevées, cela me contraria beaucoup. » Elle aurait voulu que la mairie achète ce tableau. Et donc, voilà, le Ernest Gambart, un des plus grands marchands d'art qui va la soutenir, il va devenir en fait son agent. Et voilà ce qu'il dit dans ses mémoires. Donc c'est un petit peu long, mais ça valait le coup. Au printemps de 1854, donc un an après le salon de 53, à l'occasion d'une visite que je faisais à Rosa Bonheur, je m'informais de ce qu'était devenu le marché aux chevaux et lui exprimais le désir de le lui acheter. Il était alors exposé à Bordeaux, sa ville natale. Elle désirait beaucoup que la municipalité en fît l'acquisition pour son musée et l'avait offert au prix de 12 000 francs. Elle me dit que si le tableau lui revenait, elle était toute disposée à me le céder, mais puisque son tableau devait quitter la France, elle en voulait 40 000 francs, j'acceptais sans hésitation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que on parle beaucoup des marchands d'art avec les impressionnistes, mais celui-ci, il a travaillé pour une grande maison Goupil, et pour la maison Goupil, il a été à Londres. Et puis après, il a ouvert sa propre galerie, qu'il a appelée d'ailleurs la French Gallery. Et donc, il montrait des tableaux, notamment de l'école de Barbizon, à Londres. Et donc, quand il a vu le potentiel qu'il y avait avec ce grand tableau du marché aux chevaux, il n'a pas hésité à l'acheter 40 000 francs. Et ce qu'il a fait, c'est que ce tableau, alors attendez que je trouve là, hop là, il a fait il a montré le tableau à Londres et il l'a fait tourner dans plusieurs grandes villes d'Angleterre et d'Écosse. Donc ce tableau, il a tourné et à chaque fois avec un succès énorme. Et il nous dit « Le triomphe fut complet en juin, lorsque je reçus le marché aux chevaux. Dans toute la presse, ce fut un concert unanime d'admiration. Sa Majesté la Reine, c'est la Reine Victoria à l'époque, ayant témoigné le désir de voir le tableau, il fut envoyé à Windsor. Cela augmenta la curiosité du public, la galerie ne désemplit plus. Et donc, il a fait partir à Manchester, à Leeds, à Liverpool, à Glasgow, enfin bref, il a fait tourner le tableau, et ensuite, l'année d'après, il a fait tourner le tableau aux États-Unis. Et là aussi, grand succès aux États-Unis. Les Américains ont tellement adoré ça qu'il y a même alors regardez, une poupée qui a été faite à l'effigie de Rosa Bonheur. Donc, pour
montrer que la superstar, elle existe vraiment, ce n'est pas juste un jeu de mots que j'ai pu faire, elle est vraiment superstar aux États-Unis. Et elle a même fait le portrait de Buffalo Bill. Donc à l'exposition universelle, donc une autre, c'était la 4e, cette fois-ci, en 1889, j'appelle ça l'exposition universelle de la Tour Eiffel, hein, et puis pour le centenaire de la Révolution française, Buffalo Bill est venu présenter son spectacle, le Wild West Show. Pendant 7 mois, il était à Neuilly, et donc grand spectacle avec des Indiens, des cow-boys, etc. Et elle a rencontré Buffalo Bill. Buffalo Bill est venu la voir à Thomery. Et donc grâce à Monsieur Colère, donc ça aussi c'est un marchand d'art qui était, lui, aux États-Unis. Et au Tedesco c'était donc en France, les frères Tedesco. J'ai pu travailler à loisir au milieu des peaux rouges, les dessiner, les peindre, mais j'ai fait le portrait équestre du colonel Cody, c'est-à-dire de Buffalo Bill. Donc, tout ça pour dire qu'elle est vraiment superstar. Et regardez, on a même fait une affiche. Voilà, une affiche, elle est entre Napoléon et Buffalo Bill. Et cette affiche a tourné avec le spectacle de Buffalo Bill. Le portrait équestre de Buffalo Bill sera diffusé sur les affiches du spectacle Wild West Show pendant de nombreuses années, contribuant à la célébrité de Buffalo Bill et de son cirque. L'affiche présentée ici témoigne de la renommée de Rosa Bonheur et de sa place cruciale parmi les illustres, puisque c'est elle qui est à l'origine de l'effigie de Buffalo Bill, mise en avant comme le Napoléon des temps modernes. Et voilà ce qui est écrit, alors, j'ai pas tout mis, mais juste là, voilà ce qui est écrit en dessous de Rosa Bonheur qui est en train de peindre, hein, qu'on voit entre les deux, qui est en train de peindre Buffalo Bill. L'art perpétue la renommée, Rosa Bonheur, peignant Buffalo Bill, Paris, 1889. Voilà, donc c'est vraiment une superstar. Elle est membre de nombreuses académies, Amsterdam, Bruxelles, Rotterdam, Milan, Philadelphie, Londres, Lisbonne. Elle a que 34 ans, à peu près l'âge où on a vu le premier portrait. Il y avait déjà 2 biographies qui ont été écrites sur elle. Elle n'avait que 34 ans. La première, celle de gauche, elle a été écrite c'est Gambard, donc qui a demandé à ce qu'on écrive une biographie. Et donc ces 2 biographies, en fait, je les ai lues parce que sur Gallica, le site numérique de la BNF, la banque de la BNF, on peut les voir. Donc, en fait, ça raconte un petit peu, même avec des erreurs, mais ça raconte un petit peu son enfance et son début de succès, quoi, en fait. Voilà. Alors, on va passer à la deuxième partie. Cette fois-ci, on va parler plutôt de l'artiste hors norme. Voilà. Donc, il faut savoir qu'on est au 19e siècle et que le code Napoléon n'est pas très sympa avec les femmes. J'ai mis que quelques articles, bien sûr, je n'ai pas mis tout le code. L'article 213, le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son mari. Le 229, le mari pourra demander le divorce si sa femme commet un adultère, mais la femme pourra demander le divorce si le mari commet un adultère dans leur maison. Bref, j'ai quand même mis en rouge celui-ci. La femme passe de l'autorité de son père à celle de son mari. Elle est une éternelle mineure qu'il faut protéger. Et le dernier que j'ai mis, le mari s'occupe seul des biens de la famille. Il peut les vendre et les donner sans l'accord de sa femme. Et donc, j'ai mis quand même Victor Hugo a parlé il est douloureux de le dire, dans la civilisation actuelle, il y a une esclave. La loi a des euphémismes. Ce que j'appelle une esclave, elle l'appelle une mineure.
Cette mineure, selon la loi, cet esclave, selon la réalité, c'est la femme. L'homme a chargé inégalement les deux plateaux du code, tous les droits de son côté et tous les devoirs du côté de la femme. J'ai mis ça parce que ça va expliquer la femme hors norme. Donc dans cette société patriarcale du XIXe siècle, Rosa Bonheur, résolument non conformiste, choisira l'indépendance. Alors, elle ne se mariera pas, donc c'est une indépendance vis-à-vis des hommes, et elle vivra avec deux femmes. Celle de gauche, son amie d'enfance, c'est Nathalie Mikas. Elle l'a connue très jeune. Je vous ai dit que le père de Rosa Bonheur était peintre, et donc les parents de Mikas ont demandé à Raymond Bonheur, de faire le portrait de leur fille parce qu'elle était très malade. Elle était malade depuis son tout jeune an. Et donc, vers 12 ans, ils ont demandé à avoir un portrait de Nathalie Mikas. Et c'est à cette occasion que Rosa Bonheur, qui a 2 ans de plus que Nathalie, se sont rencontrées et elles ne se sont plus quittées du tout jusqu'au décès de Nathalie Mikas, qui est justement en 1889, au moment de l'exposition universelle. Elle ne voulait pas aller voir, elle était dans le deuil, elle ne voulait pas aller voir Buffalo Bill, mais on l'a tellement poussée qu'elle est quand même allée le voir et on a vu ce que ça donnait. Donc c'est une Nathalie Mikas, elle l'a connue très jeune et elle a toujours vécu avec cette femme. Hein. J'ai mis 50 ans de vie commune. Et Nathalie Mikas est donc décédée en 1889 et il y a une peintre, cette fois-ci américaine, Anna Klumke. On suppose qu'elle a très bien connu Rosa Bonheur à travers notamment les tableaux qui sont partis aux États-Unis, et peut-être la poupée, parce qu'elle est beaucoup plus jeune que Rosa, la poupée Rosa Bonheur. Bref, elle accompagnait, comme elle vivait en France, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elle vivait en France avec ses sœurs et sa mère. Elle parlait français, et donc dès qu'il y avait des Américains qui voulaient voir Rosa Bonheur, elle les accompagnait à Tomy pour faire l'interprète. Et c'est comme ça qu'elles se sont connues. Mais bon, Anna est repartie donc aux États-Unis. Elle avait son métier de peintre. Elle était reconnue en tant que très grande portraitiste à cette époque-là. Et à force d'échanger des lettres, elle est revenue vraiment à la fin de la vie de Rosa Bonheur. C'est-à-dire Rosa Bonheur est morte en 1899 et elle est arrivée en 1898 pour faire le portrait de Rosa Bonheur. Et finalement, elle a fait plus que le portrait, c'est qu'elle a vécu avec elle les derniers mois de... Et Rosa Bonheur en a fait sa légataire universelle. Et Rosa Bonheur, elle a eu une biographie aussi de par Anna Klumke. Bref, je reviendrai un petit peu après là-dessus, sur cette... Donc, elle est indépendante, elle ne se mariera pas, mais elle est aussi indépendante par son travail. Une indépendance financière et une indépendance par rapport au système académique. Je vous ai dit que pour se faire connaître au XIXe siècle, il fallait passer par le salon parisien qui était dominé par l'Académie des Beaux-Arts. À partir du moment où elle a eu des marchands qui se sont occupés de son œuvre et qui ont fait ce qu'il fallait pour la faire connaître, notamment donc en Grande-Bretagne et aux États-Unis, elle n'a plus besoin donc de faire du système académique. Elle était rentrée complètement dans le système du marché de l'art, qui sera le système qui finira le XIXe siècle. On peut dire qu'il a commencé par le système académique et qui finit vraiment par le système du marché de l'art. Et donc Rosa Bonheur, elle est à cheval entre les deux. Elle a réussi sa vie comme ça, et je mets
indépendante, elle sera libre et deviendra riche et célèbre. Alors, est-elle homosexuelle? C'est la grande question. Rosa Bonheur a vécu avec 2 femmes, comme je viens de le dire. Elle n'a jamais revendiqué son homosexualité. Elle refuse cette étiquette jusque dans son testament où elle jure être restée pure, c'est-à-dire, dans le langage du XIXe siècle, vierge de toute relation sexuelle. Peut-être qu'elle n'a pas osé le revendiquer, même si elle était incapable de mensonge, on dit. En tout cas, elle aurait dit à un journaliste qui lui parlait, « Cher monsieur, si vous saviez comme je m'intéresse peu à votre sexe, en matière de mâle, je n'aime que les taureaux que je parle. » Donc, son but, explicitement revendiqué celui-là, c'était de relever la femme. Elle le dit plusieurs fois, de relever la femme dans ce 19e siècle très patriarcal, avec le Code Napoléon, où l'accès au savoir et au pouvoir lui était interdit. Elle voyait en la femme le messie des siècles à venir, selon les théories saint-simoniennes. Alors ça aussi, je vais revenir sur le saint-simonisme. Donc, le salon de 48, pour la première et la dernière fois, ah oui, il faudrait que je vous parle de ce tableau déjà. Le tableau, c'est son frère, Auguste Bonheur, qui l'a peinte. Et vous voyez, là, on voit les 2 aspects de son œuvre, puisqu'on ne connaît pas bien. Le premier en haut, je crois d'ailleurs, j'avais mis... ah oui, mais peut-être que je ne la fais pas dans l'ordre. Bref, ça ne fait rien, je vais revenir après. Voilà, en haut ici, on voit des sculptures. C'est une très grande sculptrice. Et puis en bas, on voit la palette. Donc, on voit peintre et sculptrice. Et donc, au salon de 48, pour la première et la dernière fois, autour de Rosa, il y avait son père, ses 2 frères, Auguste et Isidore, qui présentaient des tableaux au salon. Le nom de Bonheur fut largement représenté. À nous seuls, sans compter les objets que nous avions envoyés à la section de sculpture, nous occupions une page presque entière du catalogue. Donc la famille Bonheur est réunie au salon de 48. Auguste, donc, l'aîné des fils, y expose le portrait de sa sœur. Il rend ici hommage au double talent de peintre et de sculptrice, c'est ce que je viens de dire. Ensuite, féministe, assurément, elle l'était, sans être une militante féministe. En tout cas, elle a accepté, par amitié pour Virginie Dumont-Breton, c'est une peintre et la 2e artiste à recevoir la Légion d'honneur, la présidence, donc elle a accepté la présidence de l'Union des femmes peintres, sculpteurs et graveurs en 1896. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'école des beaux-arts au XIXe siècle, jusqu'en 1897, n'acceptait pas les femmes. À partir de 1897, elles ont pu aller à l'école des beaux-arts, comme les hommes, et encore, quand il y avait le nu masculin, au début, elles n'avaient pas le droit, et après, elles ont pu avoir le droit, mais sous surveillance des professeurs, etc. etc. Bref. Voilà, donc elle a accepté, donc c'est son côté, je veux relever la femme. Elle veut faire pour aider les femmes à prendre un peu de pouvoir. Mais c'est aussi une véritable business woman, je suis désolé de l'anglicisme, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Elle assure son indépendance financière en développant son réseau pour présenter ses tableaux et dessins, donc grâce à tous les marchands d'art qui l'entourent. Et ces toiles feront même l'objet de spéculations dès son vivant, fait inédit pour une artiste féminine. Au XIXe siècle, je dis bien. Rosa Bonheur fait également reproduire ses œuvres en estampes pour les vendre au public, assurant ainsi la diffusion à grande échelle de son art. Donc elle sait vendre ses tableaux. Et c'est ce qui a permis son indépendance financière d'acheter en son nom propre un château, le château de By,
qui se trouve sur la commune de Thomery, donc en Seine-et-Marne, à côté de Fontainebleau. Elle a acheté le château. Donc le château, on le voit donc ici à là. En fait, c'est une grande maison bourgeoise, on va dire. On appelle ça le château. Mais... Et puis, elle a fait construire ici toute cette partie avec son atelier qui est ici. Alors, on peut la visiter. Hein. Je reviendrai un peu tout à l'heure. Mais elle appelait ce domaine le domaine de la parfaite amitié. Donc, en fait, on peut dire que grâce à ce tableau du marché aux chevaux et tout ce que ça a amené comme conséquence, elle était assez riche pour qu'en son nom propre en tant que femme, elle puisse acheter un domaine de château plus 4 hectares de parc. Première femme à financer l'achat d'un bien immobilier avec le fruit de son travail. Ensuite, donc je viens de dire que les femmes ne pouvaient pas aller à l'école des beaux-arts pour leur formation. Mais elles pouvaient se former dans des ateliers privés, comme l'Académie Julian par exemple, ou bien, comme Rosa, apprendre avec son père et demander l'autorisation de copie au Louvre. Rosa Bonheur deviendra ainsi une artiste peintre et sculptrice spécialisée dans les scènes de genre avec des animaux et dans le portrait d'animaux. Et elle choisira ce genre animalier parce qu'il est très en vogue à cette époque-là, même si il est toujours pour l'Académie et pour l'Académie des Beaux-Arts, c'est toujours un genre mineur, hein, c'est pas le grand genre d'histoire, mais justement, avec son grand tableau de marché aux chevaux, elle a fait un tableau de la grandeur de la peinture d'histoire, justement pour montrer qu'on pouvait faire des tableaux dits mineurs en très grand. Voilà. Donc, elle souhaite donner à cette peinture animalière le même statut que la peinture d'histoire, le grand genre par excellence, donc pour l'Académie des Beaux-Arts. Pour cela, elle n'hésite pas à choisir des formats monumentaux et à dépasser les limites que la société impose aux femmes. Les femmes avaient le droit de peindre, mais des petits tableaux de fleurs, etc. Bon. Mais voilà, elle a fait ce grand tableau, et comme je vous ai dit tout à l'heure, un tableau de plus de 5 mètres sur presque 2,50 m de haut. En fait, il y a eu des précédents. Le radeau de la Méduse de Géricault, c'était un très grand tableau, mais c'était quand même, bon, un petit peu un tableau d'histoire. Par contre, juste avant, l'enterrement ornant de Courbet, c'était aussi un grand tableau, et là, c'était vraiment pas un tableau d'histoire. Il était fait comme un grand tableau d'histoire, mais c'était un tableau, on appelle ça un tableau de genre, c'est-à-dire un tableau de la vie quotidienne. C'était un enterrement à Ornans où est né Gustave Courbet. Donc elle a choisi donc les animaux, et j'y reviendrai tout à l'heure un petit peu dans la dernière partie. Pour faire ce tableau, bien sûr, vous savez, les femmes au 19e siècle, c'était les crinolines, et donc c'était difficile d'aller sur les marchés aux chevaux habillés comme ça. Donc elle a obtenu de la préfecture un permis de travestissement. Donc j'ai mis à gauche le permis qu'elle a obtenu. Il y a bien écrit, même si c'est pas très lisible, il y a écrit Rosa Bonheur, hein, Rosa Bonheur. Voilà. Et donc, ça lui permettait de porter le pantalon, parce que les femmes, bien sûr, n'avaient pas le droit de porter le pantalon au 19e siècle. Il y en a eu d'autres, hein. George Sand avait le pantalon, il y en a eu d'autres, mais très peu en fait, très très peu. Et Rosa Bonheur a obtenu ce droit-là, ainsi que Nathalie Mikas d'ailleurs, pour l'accompagner. Le marché aux chevaux. Donc il a fait l'objet, lui, d'une spéculation financière aux États-Unis du vivant de l'artiste, comme j'ai dit. Ce tableau, donc, il a été acquis par le marchand Gambard à 40 000 francs, comme j'ai dit, et 7 fois son prix après par un homme d'affaires américain, Cornelius Vanderbilt II, qui en fit don au Metropolitan Museum of Art de New York, où il se trouve toujours.
Et d'ailleurs, il n'est pas dans l'exposition parisienne. Bon, je ne l'ai pas vu ce matin parce que je n'ai pas pu rentrer, mais il n'y est pas. Par contre, à l'exposition, il y a un tableau en modèle réduit qui est à Londres. Et donc Londres l'a prêté pour l'exposition parisienne et bordelaise. Mais le grand tableau, il est resté aux États-Unis. Et donc c'est la première femme artiste dont les toiles ont fait l'objet de spéculations de son vivant. Alors, j'ai mis ce tableau parce que là, c'est la fin de sa vie, hein, on la voit avec un pantalon, c'est rare, hein, même dans les photos, les cheveux courts. Bon, là, elle ne fume pas le cigare, mais bon, sinon, elle fume le cigare, la cigarette, bien. Et ce tableau, en plus, il a été peint par George Archibald Flood, et donc là aussi, c'est une femme qui a un prénom, comme George Sand, qui a un prénom masculin. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais en fait, c'est le prénom de son beau-père. Donc, femme peintre animalière, aux cheveux coupés courts, portant un pantalon, fumant cigare et cigarette, comme son aîné George Sand. Donc, femme hors norme. Une famille d'artistes. Alors là, pour moi, ça me fait penser à la famille Pissarro. La famille Pissarro, tous les enfants ont été peintres, les enfants des enfants ont continué. Enfin bon, il y a eu beaucoup de peintres. Et Pissarro était connu pour un très grand pédagogue. Pissarro on peut dire, a lancé, a épaulé Cézanne et puis Gauguin, notamment. Donc, moi, ça me fait penser. Alors, je commence, alors, je vous ai mis à droite, donc c'est Raymond Bonheur, c'est son papa. Raymond avec un I, il n'y a pas de faute, hein. C'est Raymond avec un I. Donc, vous voyez, il est né en 1796. En fait, c'est la même année que Camille Corot, par exemple. Et 2 ans après, en 98, c'est pour vous situer, c'était Delacroix. Donc, c'est cette génération-là. Hein. Raymond Bonheur, donc, il était prof de dessin et de peinture. Et c'est pour ça que, par exemple, il a peint Nathalie Mikas. Mais en plus, quand il était jeune, il a été prof de dessin de sa future femme, qui est sur la gauche. En fait, lui, il était de Bordeaux. Ses parents et ses grands-parents étaient plutôt des cuisiniers de nobles, donc pas du tout dans le domaine des arts, mais il a pu aller à l'école de dessin gratuite de Bordeaux, et il a appris comme ça le dessin. C'était pas un très bon peintre. Je vous ai mis 2 peintures qu'il a faites de Rosa et Auguste, mais c'était pas un très grand peintre, mais il a permis à Rosa de vraiment suivre sa voie, vous allez voir. À gauche, vous voyez que j'ai mis des points d'interrogation. Donc, Sophie Marquis, donc, qui va devenir la femme de Raymond et donc la maman de Rosa, était une excellente musicienne, prof de piano, mais de parents inconnus. Alors, très vite, je vais vous dire, et je l'ai écrit là, en fait, le Jean-Baptiste Dublanc de La Haye, qui était un négociant noble de Bordeaux, avait dû, avec ses parents, fuir la Révolution et s'était exilé en Allemagne. Et eh bien, il est revenu avec une petite fille pas dans ses bras, parce qu'il avait la gouvernante Aimée qui portait Sophie, mais parce qu'il s'est dit être le tuteur de cet enfant. Voilà.
Et donc, pendant toute sa vie, Sophie, elle avait un tuteur. Elle n'avait pas de maman, et elle avait ce tuteur qui s'occupait très très bien d'elle. D'ailleurs, Sophie a pu apprendre le piano, hein, et elle est devenue très bonne musicienne, elle a appris le dessin, comme dans toutes les familles nobles. Elle était hébergée au château à Bordeaux et au château de Quinsac, à côté de Bordeaux, donc propriété de ce Jean-Baptiste. Hein. Et elle n'a su qu'au moment, vraiment à la fin de la vie de ce Jean-Baptiste, il lui a avoué qu'il était le père. Et donc elle a demandé, mais qui est ma mère? Bien sûr. Et donc il lui a répondu, tu verras, j'ai laissé toutes les instructions dans le tiroir de mon bureau. Sauf qu'il y a une oreille indiscrète qui a entendu tout ça et qui s'est dit, s'il a laissé des instructions, parce que le Jean-Baptiste a eu un enfant de son mariage, et donc bien sûr il n'aurait pas tout le château pour lui tout seul. Donc, eh bien sûr, tout a disparu et elle n'a pas su qui était sa mère. Voilà, c'est la petite histoire. Donc, une famille, donc Bonheur. Je dis aussi que c'est vraiment leur nom. Hein. C'est pas Rosa. Alors, Rosa, c'est Marie-Rosalie Bonheur. Et donc, elle a pris le prénom de Rosa parce que sa maman l'appelait Rosa. Et elle a toujours été très attirée par sa maman. Et elle est morte très jeune, d'ailleurs, la maman de Rosa, Sophie. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Elle a eu, donc, ils ont eu 4 enfants. Rosa étant l'aînée. Ensuite, il y a eu Auguste, Isidore et Juliette. Tous peintres ou sculpteurs. Tous. Voilà. Un tableau, c'est Rosa, qui est une petite, elle a 4-5 ans, je crois, je ne sais plus, donc peint par son papa. Et ici, on a encore Rosa et Auguste. Voilà. On voit très bien que ce n'est pas des grands tableaux, c'est des... Bon. Mais je pense que c'était quelqu'un qui était un très bon professeur pour enseigner son... Alors, il était très académique. Il avait reçu une formation très académique à Bordeaux. Il était très très académique, mais il a donné le goût à ses enfants. Et alors là, la famille va s'agrandir, si j'ose dire. C'est qu'à gauche, on a la famille Bonheur, donc on retrouve Sophie et Raymond avec leurs 4 enfants. Et à droite, eh bien, après le décès de Sophie, une petite dizaine d'années après, 11 ans, je ne sais plus, en 8 ans. Après, Raymond s'est remarié avec Marguerite Picard, qui était veuve donc d'un dénommé Peyrol, qui était catalan, du Cantal. Et donc, c'est pour ça qu'elle est allée en Auvergne et qu'elle a fait Fenesson en Auvergne. Bref, donc il s'est remarié avec Marguerite Picard, qui avait déjà un enfant de son premier mari, qui s'appelait Hippolyte, qui est devenu fabricant de bronze, donc dans le domaine de l'art. Ensemble, Raymond et Marguerite ont eu un garçon, Germain, qui est devenu peintre. Mais la Marguerite était un petit peu une marieuse. Donc elle s'est arrangée pour marier les enfants au Bonheur. Elle n'a pas réussi avec Rosa, hein. Mais Auguste, elle l'a marié avec Marie-Marguerite, qui était donc la fille de sa sœur. Et Juliette,
eh bien, elle l'a marié avec le fils qu'elle avait eu de son premier mari. Voilà. Donc, ça restait en famille. Voilà. Je ne sais pas si vous avez suivi. Mais alors, je continue, je descends d'une autre génération. C'est-à-dire que... Ah oui, j'ai entouré parce que regardez, voilà, j'arrive. Auguste, donc avec Marie-Marguerite, a eu 5 enfants. Et dans les 5 enfants, il y a eu un peintre et un compositeur. Raymond, avec un Y cette fois-ci, Bonheur, compositeur très connu à l'époque, à la fin du 19e siècle, un ami de Debussy. Et Juliette a eu 2 enfants, Hippolyte et René, et ils sont un sculpteur et l'autre peintre. Quand je parle d'une famille de peintres et de sculpteurs, enfin une famille d'artistes, c'est quand même impressionnant. Hein. Alors, maintenant, on va finir avec la peinture un peu. On voit un petit peu ce qu'a peint Rosa Bonheur. Voilà. La peinture des animaux. Alors, ce que j'ai fait, j'ai essayé de faire un tri de tous les animaux qu'elle a pu peindre. Ensuite, l'Ouest américain, bon, on l'a vu un petit peu avec, par exemple, avec Buffalo Bill. Les paysages, parce qu'elle a peint aussi des paysages, et les sculptures. Mais ça va aller très vite pour la fin et un peu plus longuement pour les peints. Donc, on commence par ce premier tableau qui a été remarqué pour ses 19 ans au Salon parisien. Donc, les 2 lapins. Dès l'âge de 13 ans, la jeune Rosa est initiée par son père, le peintre Raymond Bonheur, au travail de l'atelier et de l'apprentissage des grands maîtres. C'est ce premier et unique maître qu'elle doit sa première participation au Salon en 1841, où ces 2 lapins sont remarqués. Grâce à son talent incomparable, elle deviendra la plus célèbre portraitiste des animaux dont elle sait si bien capturer l'âme. Voilà. Donc c'est une facture, comme on dit, c'est très très académique, mais bon, c'est peut-être pas le bon rendu là, mais justement, il y est à Orsay actuellement, là, ce tableau-là. Voilà. Elle est très influencée par Jacques-Raymond Brascassa, qui est un peintre animalier qui est né à Bordeaux. C'est le hasard. Qui est né à Bordeaux, qui est académicien, qui a fait le prix de Rome, qui a été à Rome. Enfin bon, c'est un très grand animalier de cette époque-là. Et on voit très bien, j'ai mis les 2 exprès, on voit très bien l'influence de Brascassa sur Rosa, au début en tout cas de sa peinture. J'ai mis celui-là parce que bon, c'est pour cette girafe là, c'est la première fois qu'il y avait une girafe en France. Elle a été donnée au roi Charles X par le pacha d'Égypte, et donc Brascassa a fait une peinture de cette arrivée en France. Donc elle s'appelle Zarafa. Ensuite, le salon. Les bœufs, les taureaux, les vaches. Alors, j'ai repris celui-là, le tableau bœuf et taureau. Le nom des bonheurs fut largement représenté, oui, ben ça je l'ai déjà dit. C'est le salon de 48, alors exceptionnellement, il n'y avait pas de jury. Donc il y a eu de très nombreux peintres qui ont mis beaucoup d'œuvres. Et donc c'est 5180 exposés. Et je vous rappelle qu'elle a eu une médaille d'or à ce salon-là. Je dis l'honneur inespéré de recevoir une médaille d'or pour l'ensemble de mon exposition, une médaille d'or à moi, humble débutant, qui n'avait obtenu jusque-là qu'une médaille de bronze. Je n'oublierai jamais la joie de mon père à ce double succès, médaille d'or plus commande officielle. Il triomphait vraiment de ma personne, n'avait-il pas été mon seul professeur? Il faut savoir qu'un an après, Raymond décédé. Raymond Bonheur, alors ça j'ai mis 2 petites critiques, Rosa Bonheur, pardon, est aujourd'hui une des célébrités de notre peinture. Nous n'avons à redouter aucune concurrence étrangère. Donc, très bonne critique. L'artiste a donné au monde l'épreuve de son génie, ce qui lui assure un rang très distingué parmi les paysagistes et les peintres d'animaux. Et voilà, le labourage nivernais. Donc,
très grand tableau du musée d'Orsay. Quand on est devant, on est vraiment scotché. Même si on n'aime pas la peinture académique, hyper réaliste et tout, on est quand même scotché quand on regarde bien les détails des modes de terre, des yeux des bœufs là, qui bavent, on ne voit pas bien là, mais quand vous serez devant, si vous y allez, là on voit, il bave et il est en train de tirer là. Enfin, parce qu'il est piqué là, et donc voilà. Quand on est devant le tableau, c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Et elle en avait fait d'autres, mais on voit bien la différence entre celui-ci et le tableau du labourage, ou bien même celui-ci. On voit très bien que c'est pas vraiment le labourage Nivernais est vraiment un très 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 beau tableau. Et son père lui dit, tu vois, non, je vois que tu suis de près Vigée Lebrun. Hein, Vigée Lebrun, vous savez, c'est la portraitiste de Marie-Antoinette, qui avait dû s'exiler à la Révolution aussi, hein, et qui venait donc juste 10 ans avant d'écrire ses mémoires. Donc on pense que les Bonheur, la famille Bonheur, ont lu les mémoires de Vigée Lebrun, et c'est pour ça qu'il lui dit « Je vois que tu suis de près Vigée Lebrun, cette grande dame, femme française, ce n'est pas en vain que je t'ai donné pour modèle. » Et George Sand. Alors, pourquoi j'ai mis une petite citation de La Mare au diable de George Sand? Parce que George Sand est elle aussi, qui habite bien sûr dans le Berry, s'occupait beaucoup des paysans, etc. Et donc, dans La Mare au diable, il y a cette petite phrase. Mais ce qui attira ensuite mon attention était véritablement un beau spectacle, un noble sujet pour un peintre. Donc, elle se met dans la tête, George Sand, dans la tête d'un peintre. À l'autre extrémité de la plaine labourable, un jeune homme de bonne mine conduisait un attelage magnifique, 4 paires de jeunes animaux. Alors, c'est pas tout à fait le tableau de Rosa, mais l'idée, elle est bien et dans la Mare au diable. Alors, je résolus de peindre un attelage de 3 paires de bœufs, et en me mettant à l'œuvre, j'avais bien aussi l'arrière-pensée de célébrer au moyen de mon pinceau l'art de tracer les sillons d'où sort le pain qui nourrit l'humanité entière. J'ai trouvé ça trop beau pour ne pas le mettre. Et là aussi, les critiques sont très très bonnes. Il y a une très intime parenté entre les deux talents. George Sand et Rosa Bonheur sont 2 paysagistes de Jean-Jacques. Quand il parle de Jean-Jacques, c'est Jean-Jacques Rousseau. 2 femmes supérieures que l'Europe nous envie, 2 peintres dont la France aura le droit de se glorifier, 2 génies frères. Moi j'aurais mis 2 génies sœurs. Et donc voilà, ce tableau c'est vraiment une ode à la ruralité française du XIXe siècle et surtout de ce Second Empire. Et là, alors là, j'ai pas bien, il faudra que j'essaie de mettre mieux. J'ai voulu grossir un petit peu donc ce bœuf avec l'œil qui nous regarde, mais quand on est devant le tableau, on le voit très bien. Il est au milieu de le tableau et il nous attire avec cette bave qui coule. Hein. L'œil est le chemin de l'âme. Ça, c'est donc Rosa qui dit ça. La ligne sèche comme un fil de fer n'existe pas dans la nature. Chaque objet est entouré de son atmosphère. Ce n'est qu'en se gravant cette loi dans l'esprit qu'on arrive à rendre le relief des êtres et des choses de la vie réelle. Voilà. Alors, le tableau de la fenaison en Auvergne. Donc, il est exposé donc, au château de Fontainebleau. Je dois dire que j'y suis allé 2 fois là. Je n'ai pas pu le voir tellement il est dans une pièce sombre et très très mal éclairé. Il est éclairé en plein milieu, donc il y a un halo de lumière en plein milieu. On a beau se mettre, parce que des fois ça arrive dans les musées, on est obligé de se mettre un peu sur le côté pour bien voir,
Même là, en se mettant sur le côté, on ne le voit pas. C'est vraiment horrible. Je ne comprends pas que le conservateur du musée de Fontainebleau laisse faire ça. C'est innommable. C'est dommage parce que c'est un beau tableau et moi, il me touche énormément parce que je ne suis pas du Cantal, mais toute ma famille est lotoise et j'ai connu ça, les foins avec des bœufs comme ça, les vaches avec un char comme ça. Et j'ai vraiment connu ça. Tous les étés, quand j'étais ado, j'allais aider dans les champs avant, et j'ai vu donc après l'arrivée du tracteur qui a remplacé les bœufs. Donc il me touche énormément et je ne peux pas le voir correctement à Fontainebleau. Et donc voilà, j'ai mis ça pour dire, voilà, il me fait tourner la tête. Voilà. Alors, voilà des tableaux. Alors là maintenant, je vous laisse regarder, même si les repros ne sont pas très belles. Je vous laisse regarder un petit peu. On est dans la première série, donc bœuf, taureau, vache. Hein. Alors là, j'ai mis en rouge National Museum of Women in the Art, parce que, savez-vous, et alors là, je l'ai découvert, je ne suis jamais allé aux États-Unis, mais j'ai découvert que depuis 1981, c'est pas si vieux que ça, hein, ça fait 40 ans, quoi, eh bien, il y a un musée consacré à la production artistique des femmes. Que des femmes. Je ne savais pas. Je l'ai découvert en faisant ce... Donc c'est à Washington. Voilà. Donc, chevaux maintenant. Chevaux, ânes, mulets. Donc, bien sûr, celui-là. Et alors là, je suis désolé, mais je suis obligé de rester un petit peu sur ce tableau en vous présentant un extrait d'une critique qui est parue dans l'Athénium français. Donc ça, c'est un hebdomadaire qui a... Ça aussi, je l'ai découvert sur Gallica, le site numérique de la BNF. Il y a eu 5 années de production, donc toutes les semaines, de 52 à 56. Et donc, j'ai extrait de cette revue, le salon de 53, salon où a été présenté donc ce tableau. Le marché aux chevaux de Mademoiselle Bonheur a le privilège de captiver l'attention de la foule et nous devons dire que ce tableau mérite ce succès par son exécution fine et par les grandes qualités de composition et de dessin qu'ils s'y font remarquer. Mademoiselle Rosa Bonheur était déjà connue depuis plusieurs expositions comme le peintre d'animaux le plus distingué de notre école moderne. Mais jamais son talent ne s'était révélé aussi complet. Jamais, depuis Géricault, une bonne référence, hein, depuis Géricault, personne n'avait dessiné et peint les chevaux avec cette science de la forme et du mouvement. Et personne, depuis Géricault, n'avait tenté avec cette conscience l'étude si difficile du cheval. Par le marché aux chevaux, qu'elle n'a pas craint d'exposer, quoique elle disait qu'il n'était pas terminé, quoique non terminé, Mademoiselle Rosa Bonheur s'est élevée en quelque sorte à la peinture historique, donc les grandes peintures avec les grands tableaux. Hein. Son œuvre appartient à la grande école. De tous les animaux, le cheval est sans contredit celui dont l'étude offre le plus de difficultés. Les peintres de chevaux sont en petit nombre et c'est à peine si, à de larges intervalles, un seul parvient à des résultats remarquables. Ce qui les rend plus étonnantes encore, l'éminence du talent, ce qui rend plus étonnant encore l'éminence du talent de Mademoiselle Rosa Bonheur, talent solide et vrai qu'aucun homme ne possède aujourd'hui à un degré aussi viril. Eh oui, elle est virile, la Rosa. Les chevaux choisis pour modèle et représentés dans le marché aux chevaux appartiennent à cette belle race française du perche. Mais ce sont des percherons. Hein. Voilà bien ces attelages que nous admirions avant l'invention des chemins de fer sous la forme des conducteurs de diligence de Saint-Germain ou de Versailles. Donc c'était un cheval de trait qui était apprécié et qui sera apprécié après ce tableau, et notamment parce que ce tableau a fait sa tournée aux États-Unis par les Américains qui achèteront beaucoup de percherons après ce tableau. Forte encolure, rein court et large, croupe vigoureuse, tête petite, jambes fines, robe d'un gris truilé, truité. Ah ouais, truite, bien sûr. Allure, je vois pas bien, allure nerveuse.
Les chevaux, bien groupés, occupent sans confusion les premiers plans et tout l'espace que l'œil peut embrasser. Les uns trottent, les autres galopent, montés par ces rudes palefreniers. Les allures variées sont rendues avec une fidélité merveilleuse. Mademoiselle Rosa Bonheur fait plus qu'un bon tableau, elle a fait une œuvre qui restera et que se disputeront les musées et les cabinets des grands amateurs. Le marché aux chevaux n'est pas terminé, nous l'avons déjà dit, mais il est déjà, selon nous, une des meilleures productions de l'école moderne. Voilà, alors je vous laisse un petit peu le regarder, même si la repro elle n'est pas encore terrible, hein, mais bon, c'est difficile d'avoir de bonnes repros. On est sur le boulevard de l'Hôpital à Paris, hein, et c'est donc à cette occasion qu'elle a eu le permis de travestissement pour avoir un pantalon. Voilà, je crois que c'est le dôme des Invalides qu'on voit derrière. De la salpêtrière. Oui, la salpêtrière, ouais, exact. Ah oui, bien sûr, c'est la salpêtrière, ouais. Ah, oui. Voilà. Voilà, alors là, j'ai mis celui-ci parce que c'est un des tableaux qu'elle n'a pas fini. Donc en 1899, il était non terminé. C'est une œuvre donc inachevée. Pour réaliser cette œuvre, Rosa Bonheur s'inspira de la lecture du poème Mireille de Frédéric Mistral, composé en 1859, ainsi que d'une scène agricole à laquelle elle avait assisté dans le sud de la France, parce que je n'ai pas dit, mais Gambard quand il aura pris sa retraite, en fait, achètera un château du côté de Nice, et donc elle ira beaucoup le voir, et même elle sera donc hébergée chez lui, mais après elle achètera même une maison, une autre grande maison, un autre château à Nice aussi. Et donc voilà, elle allait aussi dans... Et ce tableau n'est pas terminé, de même que celui-ci. Celui-ci n'est pas terminé, et celui-ci, il est au château de By, donc à Thomery. Il y est dans son atelier. Il est resté tel quel dans son atelier. Parce que son atelier n'a pas bougé depuis la mort, donc depuis 1899. Il n'a pas bougé. Hein. Il est resté dans son jeu, l'atelier, hein, et qu'on peut visiter. Donc, infatigable, à 77 ans, l'artiste animalière travaille encore à plusieurs compositions peintes. Restée inachevée dans son atelier, son sanctuaire, comme elle l'appelle, où elle est toujours exposée, une longue esquisse exécutée à l'huile figure un troupeau de chevaux sauvages au galop. Une composition vibrante qui s'impose comme un ode à la liberté de vie, autant que de création. Et donc, une des deux commissaires de l'exposition parisienne et avant bordelaise, hein, elle dit « La très grande beauté, très cinématographique, du rendu du mouvement par rapport au spectateur qui se dégage de ce manifeste de liberté et l'économie des moyens qui génèrent cette impression que les Mustangs vont sortir de la toile. » Donc voilà, on voyait comment elle pouvait travailler. Alors on passe maintenant aux moutons, on quitte les chevaux, on passe aux moutons du bichèvre. Donc là c'est un tableau que j'ai mis parce que, comme je vous ai dit, elle a voyagé en Écosse, hein, puisqu'elle à l'invitation de Gambard, elle a suivi son tableau d'Angleterre en Écosse, mais pas aux États-Unis. Elle n'a pas franchi l'Atlantique. Hein. Elle est restée en Écosse. Et en Écosse, donc, elle a fait de nombreux tableaux, notamment avec ses moutons. Voilà. Dans les Pyrénées aussi. Donc à gauche, on voit bien l'Écossais, et à droite, les Pyrénées. Je vous ai dit, Nathalie était quand même malade, et donc la mère de Nathalie, Madame Lucas, elle leur a offert le premier voyage dans les Pyrénées pour aller se ressourcer, et donc elle en a profité bien sûr pour peindre. On passe aux chiens. Voilà. Et à droite, c'est un tableau justement d'Anna Klumke, avec donc de Rosa avec son chien, que l'on voit en haut à gauche. Ah oui, j'ai pas dit, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire, je reviens. Voilà. Sensible à la cause animale, Rosa Bonheur compte parmi les premiers membres de la SPA, fondée en 1845. Et celui-là que j'adore, mais c'est triste, hein.
mais j'adore. Rosa Bonheur avait une affection particulière pour les chiens, quelle que soit leur race et leur taille, du Yorkshire au chien de chasse. Le fin limier briquet par Barreau, c'est son nom, n'est toutefois pas représenté ici en pleine action, mais au repos, entravé par une laisse. Le regard particulièrement expressif de l'animal révèle toute la complicité entre Rosa et son modèle canin. Elle dresse une image à rebours de celle du chien cruel dans la position de la proie acculée et interroge sur le rapport de pouvoir interespèces. Donc ça, c'est encore les yeux, hein, chaque fois, quand vous... là, je ne les ai pas vus, c'est dommage, hein, j'espérais les voir ce matin. Regardez les yeux de tous ces animaux, parce qu'elle travaille beaucoup sur les yeux des animaux. Voilà, donc elle a fait plein de croquis pour faire son tableau. Alors, on passe au cerf maintenant, parce que donc Rosa Bonheur a pu se payer donc, ce château à By, donc en 59, et elle y a habité en 1860, et donc elle y a habité pratiquement 40 ans. En fait, ça me fait penser à Claude Monet, qui habitait aussi à peu près 40 ans à Giverny. Hein. Donc, donc, bien sûr, le château de By se trouve à côté de Fontainebleau, donc il y a la forêt de Fontainebleau, donc bien sûr, il y avait de quoi peindre des cerfs, des sangliers, des renards, des chevreuils, etc. Donc elle s'est mise à peindre, et voilà donc ce magnifique tableau du cerf. Encore une fois, regardez bien les yeux, et je ne sais pas où il est, le catalogue que j'avais ramené. Il est là. Donc, en fait, la première page à la couverture du catalogue, c'est ce tableau-là. De son installation à By dans les années 1860 jusqu'à sa mort, Rosa Bonheur ne cessa de peindre et de dessiner des cervidés qu'elle pouvait admirer à loisir dans sa chère forêt de Fontainebleau. Elle livre ici un sublime portrait de cerf dont les bois se confondent avec les branchages des arbres. Le tableau peut être vu comme un défi à l'un des plus célèbres peintres animaliers britanniques qu'elle avait rencontré, Sir Edwin Landseer, dont le monarque des Vallons, que j'ai mis ici. Alors je suis désolé, mais je ne pense pas qu'il soit aussi rouge et tout, mais bon, c'est pour vous montrer ce peintre animalier anglais, qu'elle avait donc rencontré en Écosse. Je crois que c'était en Écosse. Bon, bref, la spécificité de Rosa Bonheur traduit ici dans sa capacité à évoquer la furtivité de la rencontre et le regard de l'animal qui plonge dans celui du spectateur à peine aperçu. Voilà, très beau tableau. Collection particulière, donc on ne pourra pas le voir souvent. Voilà, donc là j'ai mis un renard, des sangliers, voilà. Et encore des chevreuils en haut. Et puis, les fauves. Alors, pendant la guerre de 70, bien sûr, c'était en plein dans les zones de combat, à Fontainebleau. Ouais. Et donc, de par ses origines, qu'elle ne connaît pas bien, puisqu'elle n'a pas su qui était sa mère, mais sa mère, on dit qu'elle était sûrement de sang royal, ou en tout cas de sang de prince allemand. Et donc, pendant cette guerre, un des commandants des Prussiens, qui avait son poste à Pithiviers, avait envoyé une dépêche à Rosa Bonheur en lui disant qu'elle ne risquait rien dans son château, que les Prussiens n'envahiraient pas son château. Alors, pourquoi il a fait ça? En tout cas, Rosa Bonheur a arrêté de peindre. Elle a même essayé de monter tout le village pour s'armer et pour pouvoir se défendre. Mais elle n'a pas eu de problème avec les Prussiens dans son château. Pourtant, c'était une zone risque. Et donc, je disais qu'elle n'a plus peint pendant toute cette période, 70-71, et après, elle s'est mise à peindre des fauves. Beaucoup de fauves. Voilà, elle en avait même dans son parc, avec la petite Fatma, là,
ce sont souvent des cirques qui lui prêtaient ou lui donnaient des lions ou des lionceaux. Et donc là, on la voit donc en tenue, vous voyez, en pantalon, avec sa blouse et ses cheveux courts. C'est la seule photo, je crois, où on la voit comme ça, parce qu'à chaque fois, on la voit en robe. Voilà, donc il faut dire qu'il y avait dans son parc, il y avait jusqu'à 200 animaux, de toutes sortes d'animaux, les animaux sauvages, des chiens, toutes sortes d'animaux. Donc il y avait des cages, elle avait tout et c'est Nathalie et la mère de Nathalie, parce que en fait, quand elle est venue vivre à Aby, elle est venue avec Nathalie, bien sûr, elles ne se sont jamais quittées comme j'ai dit, et sa maman, la maman de Nathalie. Et Nathalie et sa maman s'occupaient vraiment de tout ce qu'on peut dire l'intendance, ce qui a permis aussi à Rosa de vraiment vivre à fond son art. Nathalie était aussi un peintre. Elle avait aussi appris à peindre. Elle a beaucoup aidé à faire des fonds, à l'aider dans sa peinture. Et elle était aussi une inventrice. Elle a inventé un frein pour les locomotives de chemin de fer. Mais seulement, comme c'était une femme, eh ben, elle n'a pas pu le faire breveter. Et c'est un Anglais, je crois, ou un Anglais, je crois, qui a repris son invention en faisant une légère modification, et lui, il a eu droit au brevet. Bref. Et donc, elle avait fait installer donc, dans le parc du château une voie de chemin de fer, et elle a fait fonctionner son frein, et même il y avait des gens, pas de la SNCF à l'époque bien sûr, mais des gens qui étaient dans les chemins de fer et qui ont vu que effectivement son invention fonctionnait bien. C'était un frein hydraulique qui fonctionnait bien. Donc ça c'était Nathalie. Alors voilà. Donc celui-là, encore les yeux, elle cible. Donc ça c'était l'affiche de Bordeaux, puisque l'exposition qui est actuellement, donc depuis aujourd'hui au musée d'Orsay, elle a fait tout l'été à Bordeaux. Après la guerre de 70, les fauves prennent une place déterminante dans la production de l'artiste. Rosa Bonheur, proche de certains dompteurs et directeurs de cirque, où elle observe ses modèles, accueille à Aby plusieurs félins. Dans ce portrait, elle dote l'animal de qualités symboliques qu'elle partage avec lui, force et courage. En 1879, Ernest Cambard, donc toujours le marchand d'art, offre ce tableau au musée du Prado, ce qui vaudra à Rosa Bonheur d'être décorée de l'ordre d'Isabelle la Catholique un an plus tard, et donc il est toujours au musée de Prado, mais actuellement il doit être à Paris. Et il y a même un timbre, pour les 200e anniversaire cette année, là, il y a un timbre qui a été créé donc, avec ce tableau cette année-là. L'Ouest américain, donc je vous ai parlé de Buffalo Bill, là je vous ai mis une photo parce qu'on la voit assise, vous voyez bien Rosa Bonheur assise, derrière elle, sur sa droite, il y a Buffalo Bill avec le chapeau, entouré de deux Indiens, Rocky Bear et Red Shirt. Derrière, c'est deux marchands d'art. Et puis tout à droite, le mari. Il a épousé, cet homme-là a épousé la sœur de Rocky Bear. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé comme. Voilà, et donc Buffalo Bill s'est montré pour moi d'une prévenance parfaite. C'est de la meilleure grâce qu'il m'a autorisé à travailler tous les jours au milieu des peaux rouges. Et donc elle a fait aussi des bisons, puisqu'il y avait aussi des bisons bien sûr, sauf qu'elle n'a pas pu faire l'herbe des grandes prairies américaines, donc comme elle n'a pas pu faire l'herbe, elle a fait de la neige. Voilà, pour faire ce tableau-là. Voilà, donc on retrouve les deux mêmes, les deux Indiens qu'elle a fait en tableau. Je remets le tableau, et le costume de chef indien Lakota Sioux, là, et donc il a été offert à Buffalo Bill, par Buffalo Bill à Rosa Bonheur, et il est à Aby. On peut le voir, si vous allez à Aby, vous pourrez le voir.
Et donc ce costume-là a été acheté 425 000 € par le département et la région, donc la région Île-de-France et le département de Seine-et-Marne, conservé dans l'atelier de Rosa Bonheur à Thorny. Voilà, on passe au paysage. Alors là, je vais aller très vite. Donc, beaucoup d'aquarelles. Elle avait, tous les matins, elle sortait, elle pouvait vraiment en profiter pour faire tous les paysages qu'elle voulait. La sculpture, alors je vous ai dit, elle aurait pu être une très 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 bonne sculptrice, mais d'elle-même, je l'ai mis, je crois, suivant les principes de l'enseignement académique, Rosa Bonheur s'adonne à l'étude d'après la bosse, c'est-à-dire le dessin d'après des sculptures. Les plâtres donnés par son père, les sculptures du musée du Louvre, etc. L'artiste a caressé l'ambition d'être sculpteur à part entière, mais dès 1842, elle envoie au salon une brebis tondue en terre cuite. Après 1948, elle n'exposera plus de sculptures au salon parisien pour ne pas risquer d'entraver la carrière artistique de son frère Isidore, qui a fait une carrière de sculpteur. Bien qu'elle continue d'exposer les sculptures en province, souvent en sa compagnie à Bordeaux, à Marseille, à Nantes et au Dijon. Donc elle a arrêté d'exposer au salon parisien, mais elle continuait quand même d'exposer en province, notamment avec son frère le sculpteur. Et donc, pour conclure, j'ai pris une citation d'une historienne d'art, parce que je pense que ça permet de cadrer bien les choses. Sa maîtrise de la technique qui lui a été transmise et son inébranlable foi dans l'art de la peinture du passé lui permirent de réaliser quelques chefs-d'œuvre. La cohérence de son esthétique en a été le résultat. Il était donc essentiel d'en comprendre les mécanismes, ayant opéré dans une période où deux conceptions de la peinture se sont affrontées de manière irréconciliable. Alors c'est quoi? Eh bien, c'est la peinture académique et la peinture dite moderne, de Courbet, Manet, Monet, etc. Et donc, par exemple, Cézanne, à propos du labourage Nivernais, ce beau tableau d'Orsay, il a dit que c'est horriblement ressemblant. C'est hyper... parce qu'il a voulu, parce que lui, il a voulu sortir la peinture du réalisme. Alors, j'en étais à... C'est cette héroïque continuation de la tradition qui a déterminé son succès de son vivant et les fluctuations de sa fortune critique dans les décennies où l'avant-garde seule mobilisait les intérêts du public et de la critique. La distance historique devrait lui rendre la place qu'elle mérite dans l'évolution de la peinture. C'est vrai qu'on a complètement occulté toute cette peinture académique pour ne parler que de cette peinture dite moderne. Les Français, dans le public en général, on leur parle des impressionnistes, ils ont une idée des impressionnistes, de Monet, de Renoir, de Sisley, de Pissarro, mais cette peinture académique, eh ben, elle a été complètement oubliée. Et Rosa Bonheur, elle était très académique dans la façon de peindre, et c'est ce qui lui a fait qu'elle a pu en vivre, parce qu'elle a été entourée de marchands d'art, notamment ce Ernest Gambart, qui lui a permis de sortir du système académique en lui-même et de vendre ses tableaux à peine, ils étaient à peine secs qu'ils étaient déjà vendus, quoi. Donc, j'ai fini par ceci. Rosa Bonheur fut indépendante, libre et deviendra riche et célèbre au XIXe siècle, siècle qui n'était pourtant pas fait pour l'émancipation de la femme. Et donc, elle est décédée le 25 mai 1899 à By, donc dans ce château de By. Elle est enterrée dans la tombe de la famille Micasse, aux côtés de sa chère Nathalie, dans le cimetière du Père-Lachaise à Paris. Et Anna Krumke, qui elle est décédée à San Francisco, parce qu'elle a tout fait pour garder en mémoire tout Rosa Bonheur, mais au moment et donc elle a continué de vivre à By, mais au moment de la Seconde Guerre mondiale, elle était repartie aux États-Unis,
Et donc, elle est morte en 1942. Et ses cendres sont transférées en 1848, après la guerre, auprès de Rosa Bonheur, dans la tombe de la famille Micas. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez ça. On connaît bien le concept de fraternité, bien sûr, mais connaissez-vous celui de sororité? Voilà. C'est le féminin de fraternité, on va dire. Mais, même si nous parlons des journées du patrimoine, est-ce que vous connaissez les journées du matrimoine? Eh bien, depuis 2015, il y a des journées du matrimoine en même temps que les journées du patrimoine. Et je pense que Rosa Bonheur aurait adoré. Voilà. C'est ça? 1h25. Donc s'il y a des questions... Alors, si vous avez des questions... Moi, je veux juste vous remercier pour cet exposé très bien fouillé, comme d'habitude. Oui, c'est ça que tu as partagé. J'essaie de faire le mieux possible. Je suis un simple amateur, un petit passeur de culture, un petit peintre amateur aussi. Mais bon, je pense que Rosa Bonheur, on peut voir son atelier. C'est un peu cher, je trouve. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'avais découvert son atelier il y a beaucoup de temps. Cet atelier était ouvert 2 après-midi par semaine. Il fallait aller à la mairie de Torny pour après avoir accès avec quelqu'un qui nous accompagnait à l'atelier. Donc j'avais fait dans ce cadre-là, 2 après-midi par semaine. Et puis j'étais repassé comme ça une fois devant, entre 2010 là, et 2015 à peu près, tout était fermé. Alors j'ai vu que là, il n'y avait plus rien. J'ai dit, heureusement que je l'ai vu parce que ça... Et puis ça a été racheté par Françoise Gros là, en 2018. Et donc elle a racheté ce château. Elle le connaissait parce qu'elle a habité Torny. Et elle raconte, puisque sur internet vous pouvez voir plein de... Elle raconte qu'elle a été tous les ans, c'était le passage obligatoire avec sa classe, aller voir l'atelier de Rosa Bonheur. Et donc elle n'aimait pas du tout. C'est vrai que pour les enfants c'est un peu austère, un peu triste cet atelier. Et puis il y a des animaux empaillés, enfin bon, ça peut faire peur, donc elle n'aimait pas du tout. Et puis à la suite, donc cette femme qui était une chef d'entreprise, je ne sais pas, sur Fontainebleau, je ne sais pas où elle était, finalement, à la suite de son divorce, avec ses enfants, ses filles, elle a racheté le château en 2018. Alors, elle a eu beaucoup d'aide, notamment l'aide Stéphane Bern. de comment Stéphane Bern. De Stéphane Bern, voilà, avec le patrimoine. Donc, ils se sont tous allés, Macron, tout le monde est allé au moment où elle a ouvert. Et donc on peut le visiter. Alors c'est une chance, c'est un musée privé, puisque avec quand même, par exemple, le costume de Lakota, là, payé par nous, puisque c'est le département et la région. Mais bon, je suis... au moins on peut le visiter. Au moins c'est pas fermé et ça va être conservé. D'autant plus qu'elles font des efforts, et c'est tous les ans, alors bon il y a eu le Covid et tout ça, mais tous les ans, pendant l'été, il y a le festival Rosa Bonheur où les filles invitent des musiciennes, enfin il y a tout avec des femmes bien sûr, que des femmes, des artistes, des lectrices, voilà, et des musiciennes. Donc ça... Et puis elle fait une chambre d'hôte, mais la chambre d'hôte, c'est je crois 350 € la nuit. C'est pas pour tout le monde. C'est dommage, mais au moins ça va être sauvé.
ça va être sauvé. Comment? C'était en mauvais état. Oui, c'était en mauvais état, ouais. L'atelier est bien refait, il reste dans son jus quand même. Ouais, sans qu'ils aient trop touché quand même. On voit que dans l'atelier, ils ont respecté. Ouais. Ah ouais, oui, non, mais c'est vrai. Et le billet est à combien? On a peur avec ce que tu Je crois que c'est 15-16 euros. Pour voir un atelier, ça fait un peu cher. Question, elle avait aucun contact avec Barbizon? Non. Ouais, moi aussi, je crois. Apparemment, je suis allé discuter avec, Attends, c'est à voter. une personne qui s'occupe de l'atelier de Millet à Barbizon. Et apparemment, elle n'aurait eu aucun contact avec eux. Ouais, parce que c'est la même. Elle était vraiment à Tonnery, et puis elle allait à Paris, parce qu'elle a même un piano dans son... sa mère était donc musicienne, elle allait à Paris, elle allait voir des opéras et tout, mais les gens de Barbizon ne les ont pas côtoyés. En tout cas, alors, ce que je peux vous montrer peut-être là, rapidement... Et aussi, Eugène Boudin, là, j'avais vu plein de tableaux de vaches, de taureaux et tout Oui, ça. oui. Ils ont aucun contact, à cette époque-là, ils se côtoyaient pas du tout. Oui, parce que Boudin a fait énormément de vaches. Oui, c'est ça. Il n'a pas fait que les Non, non, plages. ça m'avait beaucoup surpris. Alors, je ne sais pas, on peut peut-être éteindre 2 minutes juste pour... alors, ah oui, j'avais mis ça parce que en fait, c'était pour vous dire qu'il y avait donc Bordeaux, donc ça c'est fini, c'était l'été. Ensuite maintenant, donc il y a Orsay. Et puis le château, il y a une exposition au château de Fontainebleau, mais c'est vraiment une toute petite exposition sur l'art animalier de Rosa Bonheur. C'est là où il y a le fameux tableau de la floraison moderne qu'on ne voit pas. Et puis il y a le château-musée de Rosa Bonheur avec... Et voilà, donc il y a plein d'écrits autour de Rosa Bonheur. Si ça vous intéresse, pour moi, le premier à gauche, là, Rosa Bonheur, c'est vraiment celui que je trouve très très intéressant. D'ailleurs, c'est le premier c'est le plus ancien, hein, et il est vraiment très très intéressant. Le dernier, ça doit être celui-ci. Ah non, vous ne voyez pas, attendez, hop. Là, c'est celui-ci, le dernier. Alors là, on est dans le roman que j'aime pas du tout, c'est-à-dire que ouais, je veux bien que l'écriture, c'est aussi une création et qu'on peut, en écriture, on peut tout inventer. Mais, comment dire, faire en sorte que, de tout faire pour que Rosa Bonheur soit bisexuelle, ça me gêne énormément. Parce que c'est pas ce qu'elle a, sa vie, c'est pas ça. Donc, cette personne qui a écrit ce roman-là, bon, sur France Culture, elle a été interviewée et tout, hein, donc, mais elle a fait qu'il y avait une grande histoire d'amour avec ce fameux Landseer, là, le peintre animalier anglais que je montrais le cerf. C'est très bien. Ouais, bon. Enfin, voilà. Donc, si ça vous a... Et puis alors, sinon, donc il y a le catalogue, hein, puisqu'il est là, hein, je ne sais pas où il est. Là, il est revenu là. Ah, mais il est là. Voilà. Ensuite, il y a la biographie, puisque Anna Kuhnke, quand elle est arrivée, elle a, avec Rosa Bonheur, elles ont décidé que les biographies qui étaient parues antérieurement, elles avaient été écrites par des hommes. Donc, elle voulait que ça soit écrit par une femme. Et donc, Anna Kuhnke a accepté d'écrire sa biographie, qui n'était pas finie au moment où Rosa Bonheur a décédé. Mais on peut trouver maintenant, là, c'est la version de luxe. Là, moi, avec mes petits moyens, j'ai acheté la version en poche, en 3 volumes. Mais sinon, celui-là, ça reprend aussi toute la biographie écrite par Anna Kuhnke. Donc, mais je ne l'ai pas eu dans les mains, ce livre. Il vient de sortir, le souvenir de ma vie. Mais donc, il y a vraiment, c'est là où j'ai extrait bien beaucoup de propos de Rosa Bonheur que je vous ai mis en jaune italique. Voilà. Et puis alors,
les tableaux de Rosa Bonheur sont tellement précis au niveau de l'anatomie des animaux que pour l'instant, s'il n'y a pas eu de thèse sur Rosa Bonheur, il y a quand même eu une thèse, mais chez les vétérinaires. En fait, elle s'appelle Léa Relsamen, elle a fait une thèse à partir des tableaux de Rosa Bonheur et elle explique bien que les vétérinaires se servent de ces tableaux pour l'anatomie des animaux et notamment des chevaux. Elle explique ça dans sa thèse. Et j'ai appris que depuis qu'on parle un petit peu de ce bicentenaire de sa naissance à Rosa Bonheur, il y a 2 thèses qui sont en préparation, une en France et une aux États-Unis. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, et ça, je l'ai trouvé sur Internet. Donc j'ai pu lire toute la thèse de cette personne. Voilà. Ouais, tu peux rallumer. Les dessins qu'on a, les études. Sinon, vous n'avez pas des questions sur les guinguettes? Alors, Est-ce qu'il y a d'autres questions? est-ce que vous connaissez les guinguettes? Ben, certaines. Eh bien, il y en a 4. La première, elle est au parc Monceau. Ah ouais? Mais c'est pas de la grande piscine. Hein. C'est une guinguette. Mais c'est guinguette et c'est très sympa. Alors j'ai demandé, comme ça, j'ai demandé à une employée, j'ai dit pourquoi ça s'appelle Rosa Bonheur? Elle m'a dit il y avait une peintre au 19e siècle qui a vécu dans le 19e. Ah d'accord. J'ai rien dit. Mais j'ai bien recherché après parce que des fois elle n'a jamais habité. Alors elle a habité Paris parce que à l'âge de 7 ans, elle a rejoint son père qui était parti un an plus tôt à Paris avec sa mère et sont allés à Paris. Donc de 7 ans jusqu'en 60, au moment où elle a acheté Bi, elle a habité Paris. Ça c'est vrai, mais pas du tout dans le 19e. Et pourtant, la première guinguette Rosa Bonheur, elle est dans le parc Monceau. Après, bon, il y a... Non, Butte-Chaumont. Ouais, j'ai dit des bêtises. En plus, je pensais au Butte-Chaumont. Enfin bref, ouais. Et en fait, l'explication, pourquoi ça s'appelle Rosa Bonheur? Eh bien parce que ce sont 2 femmes qui ont acheté ça et qui ont donné le nom Rosa Bonheur. Voilà. c'est joli quand même. Mais c'est joli, en plus. Oui, c'est joli. Mais seulement, quand on discute avec les gens, ils pensent que c'est un nom de peintre. Mais non, non, c'est vraiment son nom. Rosa Bonheur, c'est un nom. Oui, oui. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Y aurait-il des questions? Non? Profitez-en. Alors en fait, je dois dire que j'ai donc créé une association pour faire des conférences parce que il y a plein de gens qui me disaient mais après tout il faudrait que tu fasses quelque chose. Alors je l'ai fait, ça y est. Et donc par exemple à Saint-Michel-sur-Orge, j'ai donné la primeur de la première conférence à l'Université populaire. Mais vendredi, je fais la même conférence au Jardin d'Arcadie. C'est ouvert à tout le monde. Un jardin d'où? D'Arcadie. D'Arcadie à Saint-Michel. C'est la maison de retraite. Maison de retraite. La maison de retraite. Senior. Enfin, le pas loin. senior. Donc, et puis le samedi 10 décembre, je fais la même conférence à la médiathèque de Saint-Michel-sur-Orge. Ouais. Mais je fais ailleurs aussi, je vais à Villiers, je vais à Dourdan, je vais À Villiers. Et les prochaines? Là, pour l'université populaire, il n'y en a pas d'autres de l'année. D'accord? Mais il y en a en préparation que je vais faire dans des coins comme Jardin d'Arcadie, médiathèque et tout ça. Et donc si ça vous intéresse, si vous voulez, j'ai préparé un petit papier
Vous écrivez juste votre nom pour moi et votre mail, comme ça je vous enverrai. Après vous pouvez le diffuser comme vous voulez. Et puis, voilà, j'ai des préparations. Par exemple, au musée d'Orsay, au mois de mars, avril, mai, il va y avoir une exposition qui s'appellera j'ai un trou de mémoire. Manet de gars. Manet Zola. De gars. Manet de gars, de peintre. Oui, Manet de gars. Et donc je ferai ça. Je vais préparer quelque chose. Et puis le jardin d'Arcadie m'a demandé de faire une sortie. Et donc je vais préparer deux conférences, une sur Daubigny et une sur Van Gogh, parce que la sortie, ça sera ouvert sur Oise. Voilà. Et donc, après, si vous voulez venir, il suffit que moi je le fais diffuser, et si vous voulez venir au jardin d'Arcadie, il suffit de sonner, de dire que vous venez à la conférence, et puis c'est tout. C'est chouette. Donc, avant de terminer, la prochaine fois, c'est mardi 8 novembre. Le sujet, c'est les frontières dans les Balkans avec Thomas Ciboulet, qui est vraiment spécialisé dans ce domaine-là. Vous êtes les bienvenus. Donc, mardi 8 novembre. 8 novembre. Et on te remercie encore.